Karine pour la présentation. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran avec mon diaporama. Voilà, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon mémoire en travail social que j'ai réalisé au cours des 2 dernières années. Comme Karine l'a dit, je viens de faire mon dépôt initial. Je suis en train de faire les dernières corrections. Puis là, je vais déposer mon dépôt final dans quelques semaines environ. Puis, je vais commencer à travailler dans un CHSLD comme travail social bientôt aussi. J'ai vraiment hâte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont des intervenants, des professionnels, il y a des chercheurs aussi. Comme Karine l'a dit, à la fin, il y a une période de discussion. Donc, si jamais vous avez des questions, moi, je suis pas une experte. J'ai jamais fait du terrain, mais si jamais vous avez aussi une expérience à partager, je serais super intéressée là, à en entendre parler plus. Et merci d'être là en aussi grand nombre. Là. Je pensais pas que je voyais encore combien il y a de participants qui s'ajoutent. Je suis vraiment surprise. Là. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui soient intéressées par ce sujet-là. Je suis quand même stressée. Là. C'est la première fois de ma vie que je fais une conférence. Donc, si jamais vous avez des petites questions, des précisions, n'hésitez pas là, à la fin. Donc, je vais commencer. Moi, je vais vous parler de l'intimité puis les troubles neurocognitifs majeurs, donc tout ce qui est Alzheimer, maladies connexes, entente d'hébergement de soins de longue durée, plus particulièrement au niveau du vécu des partenaires. Donc, moi, j'ai voulu vraiment m'intéresser à comprendre c'est quoi l'impact de la maladie d'Alzheimer sur leur intimité, sur leur relation amoureuse, sur leur vécu. C'est quoi l'impact du CHSLD aussi sur leur vécu, comment ils vivent ça, la transition, comment ils vivent ça, le fait d'être séparés, parce que c'est des couples qui ne vivent plus ensemble. Puis aussi, je me suis intéressée à c'est quoi les services souhaités ou reçus. Pardon. Donc, qu'est-ce que les personnes auraient aimé avoir comme service, c'est quoi leurs besoins, leurs difficultés concernant ça. Puis, j'ai été dirigée par Marie Soulaire, donc un gros merci à Marie qui m'a épaulée pendant tout ce parcours-là, puis qui est avec moi aujourd'hui comme support émotionnel. Le mémoire n'aurait pas pu être réalisé sans son aide, là, vraiment. Là. Pour ce qui est du plan de la présentation, en raison là, des contraintes de temps aujourd'hui, je peux pas vous présenter tous les résultats. Là. C'est quand même, ça aurait été long, là, puis peut-être que ça vous aurait pas intéressé de tout entendre non plus. Donc, je vais commencer par vous parler de la problématique. La problématique, c'est vraiment pourquoi on a décidé de choisir ce sujet-là. C'est quoi les manques dans la littérature? C'est ça, c'est quoi le trou dans la littérature? Ensuite, le cadre théorique, ça, c'est vraiment les lunettes qu'on va avoir pour analyser les résultats. La méthodologie, c'est comment moi j'ai recruté mes participants. Puis, je vais vous présenter aussi un petit portrait là, socio-démographique là, de mes participants. Les résultats, j'ai vraiment voulu les axer sur la clinique puis la pratique parce que, comme j'ai dit, je pense que vous êtes beaucoup qui travaillez peut-être là dans ce domaine-là. Puis, je voulais vraiment que ça fasse sens là, sur le terrain. Donc, je vais présenter les deux participants sur les 6 que j'ai passés en entrevue. Puis, quelques pistes de réflexion pour la clinique. Donc, en lien avec les résultats, c'est quoi qu'on peut retenir? C'est quoi les pistes de solutions qu'on pourrait trouver? Ensuite, tu vas avoir la période des questions, comme Karine l'a dit, puis la conclusion. Donc, pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Sur une note plus personnelle, ben moi, j'avais vraiment envie d'explorer ce tabou-là, de défaire aussi mes préjugés parce que je veux pas, j'en ai, je vis dans la même société que vous, que tout le monde. Donc, je suis teintée par rapport à l'âgisme, par rapport à tout ça. Donc, j'avais vraiment envie d'explorer un peu mes biais. Puis, j'ai toujours eu un intérêt aussi pour la sexualité, pour encore plus chez les aînés, que c'est un sujet encore plus tabou. Donc, j'avais envie pour ces raisons-là un petit peu plus personnelles. Puis, Maryse, elle avait déjà un projet de recherche qui était parti. Donc, c'était parfait. Je trouvais que je pouvais me joindre à ça vraiment facilement, ben plus facilement grâce à ça. Puis moi, la problématique, je l'ai vraiment bâtie comme un entonnoir parce qu'étant donné que il y a peu de littérature sur le sujet, c'est comme il faut aller du général au plus précis. Donc là, je vais vous présenter un peu la forme de mon entonnoir
par rapport à ça. Quand on s'intéresse à l'intimité et à la sexualité chez les aînés, c'est un sujet tabou. C'est un sujet qui est souvent ignoré dans la pratique puis la recherche. On ne veut pas vraiment en entendre parler étant donné du tabou. C'est encore plus tabou là, que la sexualité pour la population plus jeune. Puis, il y a beaucoup d'agisme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par agisme? C'est tout ce qui est stéréotype, fausses croyances là, en fonction de l'âge, tous les comportements qu'on peut avoir avec les personnes qui correspondent à ce groupe d'âge-là. Donc, tout ce qui va être discrimination en fonction de l'âge. Souvent, on va penser que justement, les personnes âgées, ils n'ont plus de vie sexuelle parce qu'ils sont trop vieux pour ça. C'est juste associé à la jeunesse, la sexualité. Donc, voilà. Ensuite, là, quand on s'intéresse à l'intimité et la sexualité chez les aînés qui ont un trouble neurocognitif majeur, ça va être souvent perdu comme un problème. Donc, dans les CHSLD, par exemple, quand on va voir des comportements sexuels, on va juger que c'est inadéquat, qu'il faut intervenir comme si c'était un problème. Puis, on va pas nécessairement aller vérifier c'est quoi les besoins derrière, qu'est-ce qui se cache derrière ça, ce qui fait que c'est pas toujours reconnu dans les institutions. De plus en plus, on tend à aller vers ça, mais c'est pas parfait. Puis ensuite, les conjoints et les conjointes de personnes âgées qui ont un trouble neurocognitif majeur, la littérature, elle s'intéresse plus à la personne qui vit avec la maladie. Donc, on va s'intéresser plus à ses difficultés à elle, c'est quoi l'anticipation qu'elle va avoir face à la maladie, etc. Puis sinon, on va s'intéresser à la famille. Oui, les conjoints, oui, puis les enfants, mais plus selon un angle de proche aidance. Donc là, il y a une politique qui a été mise en place en 2021. J'ai mis la référence, mais elle est aussi à la fin dans la bibliographie, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Cette politique-là a mis sur le fait que oui, on veut inclure plus les proches aidants, on veut les reconnaître davantage. C'est pas parfait, on va voir un petit peu plus tard pourquoi. Mais c'est ça, de manière générale, on s'intéresse pas vraiment aux conjoints et conjointes selon leur rôle de partenaire, selon le côté émotif, selon au niveau de la relation amoureuse, d'où l'importance de s'intéresser à ce sujet-là. Puis après ça, quand on ajoute la réalité d'un conjoint dont le partenaire est en hébergement, il y a beaucoup de difficultés qui sont associées à cette réalité-là. Il y a une difficulté à préserver la conjugalité. C'est difficile pour eux d'être séparés, c'est difficile d'avoir une intimité quand ils sont en contexte de CHSLD et c'est quelque chose qui est peu documenté. Puis, moi, à travers tout ça, j'avais envie de déconstruire les idées préconçues, d'explorer ce qui se passe vraiment chez ces personnes-là, chez les partenaires, mais surtout d'aller voir leurs besoins puis de leur donner une voix, vu que leur voix est souvent moins entendue. Je prends une petite gorgée. Pour ce qui est du corps théorique, ça fait quand même sens par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que je voulais leur donner une voix, les reconnaître davantage, d'où le fait qu'on a choisi la théorie de la reconnaissance d'Honneth. Je vais vous en parler là, brièvement, juste que vous puissiez comprendre un peu plus. Axel Honneth, c'est un philosophe allemand qui a fait cette théorie-là pour construire un monde plus juste et égalitaire. Puis pour y arriver, il faut atteindre 3 paliers de reconnaissance. Il y a la reconnaissance affective, que c'est toutes les différentes manifestations de l'amour, des relations affectives, autant chez nos amis, avec la famille, le couple. Puis dans le cadre du mémoire, c'est oui d'aller vérifier si les partenaires, leurs besoins affectifs, sexuels sont comblés, mais c'est surtout de vérifier si on reconnaît qu'ils ont des besoins, si on reconnaît au niveau plus social qu'ils ont ces besoins-là. Ça s'entremêle tout un petit peu là aussi, là, c'est les reconnaissances. Là. Et la reconnaissance juridique, c'est les droits, l'égalité des individus, de leur dignité humaine. Donc, on fait référence à tout ce qui est politique d'hébergement, de soins et services de longue durée. Par exemple, dans le mémoire, on fait référence à tout ce qui est politique officielle en matière de sexualité en CHSLD et vraiment là, au niveau de la reconnaissance des droits des partenaires, donc des conjoints-conjoints. Le 3e niveau, c'est la reconnaissance sociale, c'est la valeur accordée aux individus. Ça renvoie donc là, au besoin d'avoir une bonne estime de nous-mêmes, d'avoir de la valeur aux yeux des autres, de la valeur au niveau de la société. Puis, par exemple, là, on inclut là-dedans tout ce qui est représentation sociale, de la maladie d'Alzheimer, puis les maladies connexes,
des CHSLD aussi, donc comment on perçoit ça dans la société. Puis on inclut aussi l'âgisme dans ce niveau de reconnaissance-là. Puis justement, vu que l'âgisme était quand même présent dans ce sujet-là, on a aussi mis à part le concept d'âgisme pour analyser les résultats. Pour la méthodologie, donc ça, c'est vraiment comment j'ai été recruter mes participants. Je suis allée dans un CHSLD de l'île de Montréal, puis à l'aide d'une travailleuse sociale, on est allé sur tous les étages, on est allé voir où est-ce qu'il y avait les gens avaient des troubles neurocognitifs majeurs, est-ce qu'il y avait des partenaires en dehors du CHSLD, parce que justement, moi, je m'intéresse à c'est quoi l'impact du CHSLD sur leur couple, mais du fait qu'ils sont séparés. Puis c'est ça, là, après ça, elle a contacté les personnes pour leur présenter la recherche, voir s'ils pouvaient être intéressés à participer. Et là, moi, après, je les ai contactés pour leur expliquer davantage, pour vérifier le consentement, leur expliquer tout ce qui est la confidentialité, etc. De cette manière-là, j'ai recruté 4 personnes. Puis grâce au bouche à oreille, là, j'ai mis mon affiche aussi sur Facebook. J'ai recruté 2 autres personnes. Donc là, avec des contacts, j'ai recruté ces personnes-là pour un total de 6 personnes. Voici les critères que j'ai utilisés dans mon affiche pour recruter les gens. Je vais pas toutes les énumérer, mais j'ai choisi, juste pour préciser, j'ai choisi 65 ans et plus parce que dans la recherche, dans les écrits, c'est souvent l'âge qu'on va utiliser pour définir une personne âgée. Puis là, vu qu'on s'intéressait à l'âgisme, ça concordait aussi. Puis justement, que la personne elle soit hébergée depuis minimum 3 mois. Comme ça, ils peuvent vivre un peu là, la transition, l'adaptation par rapport à ça et ne pas résider dans le CHSLD. J'ai eu 4 hommes et 2 femmes qui ont accepté de participer à la recherche. Puis ça, on peut se questionner, est-ce que les hommes sont plus à l'aise de parler de sexualité que les femmes? Il y a aussi le fait que les femmes ont souvent plus l'Alzheimer et les maladies connexes. Donc, peut-être que c'est pour ça que ça a joué aussi pour le recrutement. Les entrevues ont duré entre 1 heure, 1h30. Puis, c'est ça, j'ai juste recruté 6 personnes. Donc, on ne peut pas non plus généraliser ça à toute la population, mais c'est vraiment intéressant puis pertinent d'avoir leur point de vue puis leur vécu par rapport à ça. Pour montrer là, les participants là, de manière plus générale, comme j'ai dit, c'était la majorité des hommes. Oui, des hommes. L'âge varie entre 71 ans, 88 ans, plusieurs professions diverses. Là, en majorité, là, c'est des DEC que les personnes ont réalisés pour faire leur métier. Un revenu entre 20 000 et 100 000 âge de la retraite à partir de 62 ans. Puis la majorité, ils étaient toutes mariés, sauf Monsieur B. Monsieur B était conjoint de fait. C'était rendu à sa 3e union. Donc, c'est pour ça que c'était un petit peu moins long que les autres et que ça faisait 16 ans qu'il était en couple avec cette dame-là. Alors que les autres, c'était 45 ans et plus de vie commune, mariage. Puis ça, c'est une donnée quand même intéressante. Mais les partenaires, ils sont hébergés quand même, ça fait pas longtemps qu'ils sont hébergés en CHSLD. Le plus longtemps, c'est 3 ans. Donc, les personnes, ils baignaient encore dans toutes les difficultés au niveau de la transition, par rapport à l'adaptation et tout ça. Donc, ça pouvait être émotif pour plusieurs de se livrer par rapport à ça, ce qui est complètement légitime. Ça aurait pu être intéressant là, d'avoir des participants qui, ça fait plus longtemps, 5-10 ans, là, que leur partenaire soit en CHSLD. Donc, je vais vous présenter là, la partie là, de mes trajectoires plus individuelles que j'ai nommées là, dans mon mémoire. Donc, dans le mémoire, on voit chaque historique au niveau de la vie de couple de ces personnes-là. Puis, on fait des liens un peu après là, avec la pratique là, que je vais vous présenter juste après. Donc, Monsieur A, un homme de 72 ans, retraité, est en couple avec sa femme depuis 45 ans. Ils ont 3 enfants. Sa femme a un trouble neurocognitif majeur, puis sa santé a assez rapidement détérioré en raison de son trouble et monsieur s'occupait d'elle à temps plein. Donc, à force de s'occuper d'elle à temps plein, il est tombé malade à plusieurs reprises, il s'est épuisé, puis ça l'a mené à plusieurs hospitalisations. Et lors de la dernière hospitalisation,
Là, sa femme, elle a aussi été hospitalisée parce qu'il n'y avait plus personne qui pouvait prendre soin d'elle à ce moment-là, étant donné que lui, il faisait ça à temps plein. Et c'est à ce moment-là, à l'hôpital, que le personnel médical a décidé que madame, elle allait devoir aller en CHSLD. Puis monsieur A, lui, il aurait vraiment aimé que sa femme reste à domicile. Il a essayé à plusieurs reprises aussi de la ramener à la maison, ça fonctionnait pas, c'était trop difficile pour lui. Alors, il y a le sentiment que tout lui a été imposé, qu'il n'a pas eu son mot à dire dans cette décision-là. Son témoignage, il témoigne vraiment d'une grande impuissance. On sent vraiment une grande impuissance dans son discours parce que justement, il n'a pas eu son mot à dire. Ça a été vraiment difficile pour lui, ce qui a fait en sorte que la transition, elle a été vraiment difficile. Il s'ennuie beaucoup d'elle, de leur petite vie à deux. Et à chaque fois qu'il va la visiter, il a l'impression que sa femme le boude, qu'elle fait comme si elle ne le reconnaissait pas parce qu'il a l'impression que sa femme lui en veut de l'avoir euh, transféré en CHSLD. Puis ça, je vais revenir sur cet aspect-là un petit peu plus tard. Puis là, si on s'intéresse au niveau de l'intimité, Monsieur A, c'est lui dans son discours, il a des besoins sexuels, il aimerait ça avoir une vie sexuelle avec sa femme, mais malheureusement, il n'y a pas d'intimité possible au CHSLD parce qu'elle est dans une chambre double. C'est de plus en plus rare qu'il y ait des chambres doubles, mais dans ce CHSLD-là, je ne l'ai pas nommé, mais les 4 personnes sont en chambre double, alors que les 2 autres personnes que j'ai eues par bouche à oreille, c'est des chambres simples, ce qui fait en sorte que c'est pas possible pour lui d'avoir une intimité avec sa femme. Il y a des besoins qui sont non répondus, ce qui fait qu'il vit beaucoup d'impuissance par rapport à ça. Puis même si c'était possible pour lui d'avoir de l'intimité avec sa femme qui ne communique plus, que la maladie est vraiment avancée, il pourrait pas savoir si elle pouvait consentir à avoir des relations sexuelles. Ce qui est aussi une contrainte là, pour lui pour avoir des relations sexuelles avec sa femme. Puis monsieur ne voit pas de solution parce que selon lui, le personnel du CHSLD il est trop débordé, puis c'est une contrainte là, pour lui pour avoir des moments d'intimité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que monsieur, c'est inconcevable pour lui d'aller en parler au personnel qui aimerait ça avoir des moments avec sa femme parce que pour lui, étant donné que le personnel il est tellement débordé, ils n'ont pas de temps pour ça, il a l'impression que ça servirait à rien, en fait, là, que ça serait pas une priorité pour eux, d'où tout son sentiment d'impuissance là, qui ressort beaucoup dans son témoignage. Puis, aussi, il m'avait dit que il était pas question d'aller voir ailleurs, qu'il s'était marié avec sa femme, qu'il allait rester avec sa femme. Donc, d'aller voir ailleurs, d'aller répondre à ses besoins d'une autre façon, c'est vraiment pas une possibilité pour lui. Puis, j'ai aussi oublié de mentionner que moi, quand je parle d'intimité, comment je l'ai définie dans le mémoire, c'est vraiment de manière large. Donc, l'intimité, ça comprend, oui, la sexualité, mais tout ce qui touche aussi à l'affection physique, à l'intimité émotionnelle, au moment partagé ensemble. Donc, moi, j'incluais ça de manière plus large. Ensuite, Monsieur F, 72 ans également, retraité. Il est en couple avec sa femme depuis 50 ans. Ils ont 2 enfants. Et quand sa femme a eu son diagnostic de trouble neurocognitif majeur, monsieur, il travaillait encore comme camionneur. Donc, ça a été vraiment difficile pour lui. Il passait des nuits complètes à pas dormir parce qu'il devait s'occuper de sa femme, ce qui fait en sorte qu'il a dû quitter son emploi parce qu'il avait vraiment un rôle de proche aidant à temps plein. Sa femme, sa santé assez rapidement détériorée. Puis, monsieur a nommé lui-même là, qu'il y avait un rôle de proche aidant puis qu'il s'associe beaucoup à ça. Donc, voilà, il a dû quitter son emploi pour cette raison. Ils ont déménagé dans une résidence privée pour aînés. Puis là, madame, elle avait des services de soutien à domicile, mais c'était vraiment important pour monsieur de mentionner qu'il devait s'occuper de sa femme tout seul, c'était important pour lui de prendre soin de sa femme, d'avoir cette autonomie-là, d'apprendre par lui-même. C'était vraiment important dans son discours. Puis là, quand ils ont décidé qu'il était temps que madame doive aller en CHSLD parce que c'était trop difficile pour monsieur, ils ont attendu 6 mois. Donc, ils ont été 6 mois sur la liste d'attente avant qu'elle puisse déménager en CHSLD. Puis la transition pour M. F fut vraiment une libération pour lui. Donc, étant donné qu'il s'occupait beaucoup d'elle, il y a eu le sentiment de libération.
Puis il va visiter sa femme à chaque jour, il va aller l'aider à prendre ses repas, mais malgré ça, il va beaucoup vivre de culpabilité. Donc, on peut vraiment observer une tension entre le sentiment de libération puis le sentiment de culpabilité qui est dans le discours de Monsieur F. Et c'est vraiment important aussi pour lui de prendre soin de sa femme jusqu'à la fin de ses jours. Le mariage, pour lui, c'est à la vie, à la mort. Je dois honorer les vœux du mariage que j'ai fait à l'église. Donc, dans son discours, il y avait ça aussi qui était vraiment important. Puis là, quand on va plus du côté de l'intimité, il n'y avait pas d'intimité dans le couple avant la transition à CHSLD et le diagnostic. Et monsieur, il trouvait ça difficile, mais il tolérait la situation, il s'est habitué. C'est plus trop grave là, pour lui maintenant là, de pas avoir d'intimité, de sexualité. C'est pas important. Il disait, de toute façon, à mon âge, ça n'existe plus vraiment. Donc, on voit qu'il y a quand même deux profils différents de Monsieur A, que pour lui, c'est important la sexualité, qu'il aimerait ça en avoir. Et depuis que sa femme est au CHSLD, il a fait une nouvelle rencontre d'une dame qui habite dans la même résidence que lui, que monsieur nomme sa copine. Je le mets en guillemets parce que c'est vraiment important pour lui de nommer que c'est une copine. C'est pas une amoureuse. Il passe la majorité de son temps avec elle, mais il n'y a aucune affection ou intimité avec elle. Et il a dit qu'il n'y a rien qui allait se passer tant que sa femme était encore en vie. D'un œil extérieur, on pourrait vraiment penser que c'est une relation amoureuse, mais pour monsieur, étant donné que la fidélité envers sa femme est très importante, il, il la considère vraiment comme une copine slash amie. Cette relation-là, ça lui permet vraiment de changer les idées parce que c'est vraiment difficile pour lui de prendre soin de sa femme. Donc, c'est pas une relation amoureuse. Maintenant, je vais vous parler des résultats qui sont pertinents pour la clinique. Donc, comme j'ai dit au début, moi, je suis pas encore travailleuse sociale, ça s'en vient bientôt. Je sais pas exactement comment ça se passe sur le terrain, mais avec les liens qu'on a faits avec la théorie de la reconnaissance, on a fait aussi quelques petites pistes de solutions qui pourraient être faites là, au niveau de la pratique, en lien vraiment avec les résultats de la recherche, autant au niveau les résultats des trajectoires individuelles que les résultats de manière plus horizontale, pardon. Donc, qui va être similaire avec chacun des participants, qui est différent aussi. Donc, il y a trois petits aspects que je vais vous montrer par rapport à ça. Premièrement, il y a de les reconnaître dans leur rôle de proche aidant. Le rôle de proche aidant, ça prend une place importante dans leur vie. Il y a plusieurs difficultés qui sont associées à ça. Il y a une charge mentale élevée, beaucoup d'épuisement, là, comme Monsieur A puis Monsieur F. Ils vont aussi s'oublier beaucoup dans ce rôle-là, ce qui fait en sorte qu'ils vont vivre beaucoup de difficultés par rapport à ça. Puis plusieurs participants, par rapport à ces difficultés-là, ils ont témoigné qu'ils auraient eu besoin d'avoir plus de soutien lors de l'annonce du diagnostic puis de la transition en CHSLD. Il y en a certains qui ont eu des services comme le soutien à domicile que j'ai nommé tantôt. Il y en a deux qui sont allés voir une travailleuse sociale. Il y en a deux autres qui se sont offerts de participer là, à des groupes avec d'autres proches aidants. Mais comme on peut constater, ils se sont fait offrir cette aide-là. C'est pas nécessairement eux qui sont allés chercher de l'aide. Et par exemple, la Madame D, elle s'est fait offrir d'aller voir la travailleuse sociale à l'hôpital pour pouvoir ventiler suite là, à l'annonce du diagnostic puis que son mari devait aller en CHSLD. Mais c'était juste une rencontre. Elle n'avait pas de suivi ensuite, puis elle aurait aimé ça avoir un petit peu plus de suivi là, dans ce qu'elle m'a dit. Ce qui fait en sorte que, étant donné ce manque de soutien-là, on pense qu'il y a peut-être un manque au niveau de la reconnaissance sociale. On peut faire des liens avec la reconnaissance sociale. Puis malgré la politique qui a été mise en place, qui fait en sorte qu'on doit reconnaître davantage les proches aidants, on pense qu'il pourrait y avoir plus de soutien qui pourrait être offert. Donc oui, reconnaître les proches aidants dans leur rôle, mais les soutenir davantage dans ce rôle-là. Puis ça pourrait passer par des services d'accompagnement, comme par exemple les soutenir lors de la transition en CHSLD, comme par exemple Monsieur A, pour qui ça a été une décision vraiment imposée. Ça aurait pu être pertinent là, de juste au niveau, oui, on comprend que
c'est peut-être plus possible pour lui là, d'avoir sa femme à la maison. Par contre, peut-être qu'il n'a pas eu l'écoute quand que lui il trouvait ça difficile. Peut-être qu'on n'a pas validé ses émotions. Peut-être qu'on n'est pas allé le voir pour qu'il puisse exprimer ses opinions, ses inquiétudes. Donc, de juste valider, questionner, d'être là en soutien pour la transition, ça aurait peut-être pu faire une différence. Puis peut-être que monsieur il aurait moins vécu d'impuissance parce que les autres personnes qui avaient plus de soutien, là, par exemple, là, par rapport à la famille, ils vivaient pas autant cette impuissance-là. Donc, d'avoir des professionnels qui peuvent juste accompagner là, au début, ça pourrait être une belle piste. Ensuite, éduquer les partenaires quant à la progression de la maladie. Comme je l'ai dit tantôt, là, Monsieur A, lui, il a l'impression que sa femme le boude, qu'elle fait comme si elle ne le reconnaissait pas, alors que peut-être que c'est rendu au stade de la maladie où est-ce qu'elle ne le reconnaît plus. Peut-être que ça fait partie des symptômes de la maladie, puis monsieur, il n'a peut-être pas été mis au courant de la progression par rapport à ça, d'où l'importance d'éduquer aussi les partenaires là, par rapport à ça de manière générale. Et on a constaté aussi là, dans les résultats que les participants qui se sont informés par rapport là, à l'évolution de la maladie ou qui ont été informés, ils ont une plus grande reprise de pouvoir sur la situation. Par exemple, il y en a qui sont allés faire des lectures, puis là, suite à ça, ils se sentaient plus outillés pour traverser les difficultés vécues, notamment là, au niveau du deuil blanc, qui est un sujet qu'on parle de plus en plus. Donc, on pense que les travailleurs sociaux pourraient avoir un rôle au niveau de l'éducation des partenaires. Ensuite, les reconnaître dans leur rôle de partenaire. Là, je viens de nommer que c'est important de les reconnaître dans leur rôle de proche aidant, mais parfois, le rôle de proche aidant, il va venir effacer celui de partenaire. Puis c'est ça qu'on a constaté là, dans les résultats. Il y en a plusieurs qui se considèrent seulement comme étant des proches aidants, que la relation amoureuse est un petit peu moins présente. Puis c'est correct parce qu'il y en a qui se sentent valorisés dans ce rôle-là, puis ils se sentent utiles au quotidien d'être proche aidant, mais c'est quand même important de reconnaître que ces personnes-là, c'était des partenaires, c'était des conjoints, des conjointes, des amoureux avant d'avoir une relation de proche aidé. Donc, on pense que c'est important de reconnaître les partenaires en tant qu'amoureux. Puis, on a aussi observé qu'il y a quand même le maintien d'une forme d'intimité au sein des relations. Même si c'est pas sexuel, il y a plusieurs participants qui ont besoin d'entretenir la relation en se caressant, en offrant des soins de manière plus affectueuse. Donc, ça fait en sorte qu'ils ont quand même des besoins au niveau affectif. Puis, en pensant que ce sont juste des proches aidants, on peut oublier qu'ils ont ces besoins affectifs-là, puis même eux-mêmes, ils peuvent oublier qu'ils ont ces besoins affectifs-là. Donc, en tant que professionnel, de ne pas oublier que oui, c'est des proches aidants, puis en même temps, c'est des partenaires. Ça pourrait aussi faire en sorte qu'ils soient plus reconnus parce qu'on a observé que de manière générale, il y a moins reconnus là, au niveau de la reconnaissance affective. Là, si on prend comme exemple Monsieur A, que lui, a des besoins d'intimité non répondus, on constate là, qu'au niveau autant de la famille que des institutions, que c'est pas nécessairement reconnu. Donc, on pense que c'est important de reconnaître qu'ils ont des besoins qui sont légitimes au niveau de l'intimité. Puis que c'est ça, l'intimité, ça passe pas seulement par la sexualité, mais ça peut se faire autrement. Il y en a qui se sentaient pas à l'aise non plus de juste se coller parce qu'il y avait du monde qui rentrait dans la chambre à tout moment là, pour prodiguer les soins. Donc, on peut faire des liens avec la reconnaissance juridique, que oui, il y a des chambres doubles, que c'est pas l'idéal, que c'est pas vraiment un endroit qui c'est possible d'avoir une intimité, puis on comprend que là, il y a plein de contraintes. On peut pas créer un mur là, du jour au lendemain pour que les personnes puissent avoir de l'intimité. Mais peut-être que c'est possible d'avoir des chambres d'intimité, d'avoir des lieux pour avoir cette intimité-là. Puis sinon, pour les personnes qui sont dans des chambres simples, même dans des chambres simples, des fois, ils ne sentaient pas qu'il y avait d'intimité parce que le personnel, il rentrait sans cogner. Donc, d'avoir des petites actions juste cogner avant de rentrer, ça peut peut-être faire une différence. Puis il y a aussi moi, j'ai une amie là, qui était une informatrice clé là, dans le cadre de mon mémoire, qui est infirmière-chef là, dans un CHSLD, que eux, ils mettent des petits cœurs sur les portes pour quand que les résidents
des résidents qui souhaitent avoir des relations sexuelles ou juste une intimité. Il y en a pour qui ils sont à l'aise avec ça. Par contre, il y en a pour qui ça l'enlève un peu là, la notion d'intimité aussi parce que justement, le personnel, ils sont au courant que ces gens-là, ils veulent avoir une intimité. Donc, il y en a pour qui ça les rend mal à l'aise. Donc, on pensait que ça pourrait être aussi intéressant de juste mettre des petits cartons visiteurs ou ne pas déranger. Peut-être que ça pourrait être une alternative aussi intéressante. Puis, finalement, privilégier des interventions qui normalisent le vécu. Là, je reviens à Monsieur F, qui il y a une citation qui était quand même vraiment parlante, là, je trouve, qui dit, tu sais, tu te maries pour le bien ou pour le pire. Là, j'étais dans le pire. C'était vraiment difficile pour lui, d'où le fait que le sentiment de libération, il était présent. Donc, on pense que c'est important de privilégier des interventions qui vont normaliser ça, que c'est correct d'avoir un sentiment de libération par rapport à ça. Puis, ça se peut aussi que la culpabilité elle soit encore plus présente parce qu'ils se sentent libérés par rapport à ça. Donc, d'avoir des interventions qui normalisent ce vécu-là, ça peut être aidant. Puis, justement, comme j'ai dit un peu tantôt, là, pour reconnaître qu'ils ont des besoins au niveau de l'intimité, de juste aller les questionner par rapport à ça, d'aller vérifier, est-ce que vous vivez là, des difficultés par rapport à votre relation amoureuse? Comment vous trouvez ça d'être séparés? Est-ce qu'il y aurait une manière qu'on pourrait vous aider à préserver votre conjugalité, là, même malgré toutes ces difficultés-là, en lien avec toutes les petites suggestions que j'ai dit tantôt? Mais juste d'adresser la situation, ça peut faire du bien aussi là, pour qu'ils se sentent plus reconnus dans leur rôle de partenaire. Et dans normaliser le vécu, on peut aussi entrer là-dedans, là, par exemple, le monsieur F, qu'il s'était fait une nouvelle copine. Lui, il avait beaucoup de jugement de la part des autres résidents de sa résidence. Il y a quand même un jugement, je pense, dans la société par rapport à ça, justement, vu que le mariage est important et tout ça, mais de normaliser que c'est correct s'il voulait aller voir quelqu'un d'autre en raison là, de l'évolution de la maladie, de normaliser ça, ça pourrait être intéressant, autant que de normaliser qu'il a le droit de rester aussi avec sa femme, même si c'est difficile. Donc, voilà, pour ce résultat. Ensuite, adopter une approche proactive. La sexualité puis l'intimité chez les aînés, c'est souvent un sujet tabou qui est difficile à aborder. C'est pas toujours évalué par les professionnels, dont l'étude là, de Drummond qui en parle un peu plus. Par exemple, l'outil de cheminement clinique informatisé, l'OCCI, il y a une section sur la sexualité, mais elle est rarement remplie. On va passer à côté parce qu'on pense que les personnes âgées n'ont pas de sexualité, qui n'ont pas de besoin. Surtout les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, on va passer à côté de ça. Ce qui fait en sorte que les partenaires, ils se sentent pas toujours légitimés d'aborder leurs difficultés concernant la sexualité puis l'intimité, étant donné qu'on n'en parle pas. Étant donné que c'est tabou, ils se sentent pas toujours légitimes de le faire. Puis si on reprend l'exemple de Monsieur A, que pour lui, la surcharge de travail des employés, ça peut faire en sorte que le sujet ne soit pas abordé, que c'est pas une priorité. Ça peut contribuer aussi à ça, que ils se sentent pas légitimés là, d'en parler étant donné que personne n'en parle. Ce qui fait en sorte qu'on pense que pour adopter une approche proactive, c'est important d'initier la discussion en tant que professionnel. Donc, la majorité des participants là, qui ont eu des services, ils se sont fait offrir de l'aide. Quand on leur a demandé s'ils souhaitaient recevoir des services étant donné que c'était difficile, il y en a plusieurs là, qui ont répondu qu'ils auraient aimé ça, comme j'ai dit tantôt, au niveau quand le diagnostic a été émis, au niveau de la transition. Mais il y en a beaucoup qui ne savaient pas comment répondre à cette question-là. Ils étaient là, ah, je sais pas, je pense que je suis correcte. Puis, c'était vraiment difficile pour eux de se projeter à savoir est-ce qu'il y aurait des besoins, est-ce qu'il y aurait une aide qui pourrait être apportée à ces gens-là. Donc, on pense que c'est important de l'offrir, d'être proactif. Puis, c'est une génération aussi, c'est une hypothèse aussi qu'on peut émettre, là, ça peut être difficile aussi pour eux de demander de l'aide. Donc, d'où l'importance là, d'initier la discussion. Puis ça peut être, comme j'ai dit tantôt, là, d'aborder la relation de couple en général, la sexualité, les difficultés et l'importance de l'espace sécuritaire et confidentiel. Moi, j'ai plusieurs participants qui m'ont dit, ah, moi, j'ai accepté de participer à votre recherche, oui, parce que je veux contribuer
à la recherche, je veux contribuer à ce sujet-là qui est important, mais surtout parce que mon nom, il allait être nulle part. Personne n'allait savoir que j'allais dire ça, personne n'allait savoir que j'allais parler de ma sexualité. Donc, c'est important de nommer que c'est un espace confidentiel, sécuritaire, qu'on ne va pas en parler ailleurs. Et ensuite, Monsieur A, il avait dit que je trouve que c'est quand même aussi parlant là, comme citation. Ben, dans un monde idéal, il y aurait peut-être une mention. Si vous avez des besoins particuliers, veuillez communiquer avec nous. Donc, d'offrir cette possibilité-là, pour lui, peut-être que là, il serait allé en parler au personnel parce que là, étant donné qu'il était trop débordé, il l'aurait pas fait. Par contre, peut-être qu'en adoptant une approche proactive, il l'aurait fait, puis ça aurait été aidant pour lui. Puis un peu là, dans le même ordre d'idée, pardon, la demande d'aide chez les hommes, c'est souvent quelque chose qui est difficile. La littérature en parle beaucoup, on en parle de plus en plus. C'est difficile pour les hommes de demander de l'aide. Puis la majorité des hommes de l'étude n'ont pas demandé d'aide. Ils s'en ont fait offrir. Ils l'ont accepté. Ils ont accepté une aide qui est un peu plus technique, là, si je peux dire entre parenthèses. Donc, soutien à domicile, donc prise en charge, prise de les soins là, pour leurs partenaires. Mais il n'y a pas beaucoup d'aides psychosociales qui ont été cherchées ou qui ont été offertes nécessairement, à part deux participants là, qui ont fait les groupes de soutien, mais même à ça, c'était difficile pour eux de parler des émotions, parler de tout ça. Donc, on pense que c'est important aussi là, de prendre soin des hommes, d'offrir de l'aide aux hommes, surtout là, étant donné tous les facteurs de risque, mais d'offrir de l'aide de manière générale aussi. Donc voilà, merci pour votre écoute. C'est rendu la période des questions.